Bonjour à tous. Alors, voilà la quatrième vidéo d'une série de 5. Contrairement à ce que j'ai affirmé avant, où j'avais dit que j'en faisais 6, j'ai eu un petit cafouillage. Donc là, je vais vous parler du développement de la socialisation et spécifiquement 3 éléments à prendre en compte. Alors, je n'ai pas la prétention d'expliquer toute la socialisation de l'enfant de 3 à 6 ans sur une vidéo qui va durer maximum 20 minutes, mais de vous donner des éléments de réflexion pour vous faire comprendre à quel point la socialisation, c'est quand même quelque chose d'hyper complexe, parce qu'on a l'impression qu'oh là là, ils vont à la maternelle, c'est pour socialiser, comme si c'était terminé à la fin de la maternelle. On n'a pas du tout terminé la socialisation à la fin de la maternelle. Et j'allais dire, je me demande même si on a fini un jour sa socialisation, puisque à chaque fois qu'on change de travail, dès qu'on va aller dans un nouveau groupe humain, moi j'en sais rien, si vous avez jamais fait de la country, que vous allez faire de la country, peut-être qu'il faut se socialiser d'une manière particulière quand on fait partie d'un groupe de country, ce qui est quand même tout à fait différent de si vous travaillez aux impôts. Voilà, c'est pas le même type de socialisation. Donc la réalité, c'est qu'on est toujours en train de s'adapter, etc. Mais évidemment, entre 0 et 20 ans, j'allais dire, il y a une grande partie de l'adaptation qui se fait. Et entre 3 et 6 ans, c'est quand même un moment charnière. Et il y a des éléments importants qui rentrent en ligne de compte. Alors évidemment, le développement du langage, parce que et si vous parlez bien, très certainement que c'est plus facile d'être en interaction avec les autres. Mais ici, je vais vous parler, par exemple, de la théorie de l'esprit, qui n'est pas une théorie, hein, c'est une compétence cognitive. Je vais vous parler de la théorie de l'esprit chez les enfants de 3 à 6 ans. Je vais vous parler brièvement des émotions, parce que je ne peux pas faire autrement que brièvement. Et je vais vous citer aussi, enfin, vous parler aussi du contrôle de l'inhibition. Je sais que ça a l'air effrayant comme mot, mais ne vous inquiétez pas, c'est relativement facile à comprendre. Et ça va vous expliquer pourquoi, à quel point pour les enfants, ça peut être assez compliqué cette vie en collectivité. Donc, comme d'habitude, je partage mon écran. Donc, le développement social de l'enfant, oui, c'est des compétences hyper complexes à acquérir. Donc voilà, à la fois, il faut développer le langage, faut développer sa motricité pour être capable de jouer avec les autres, faut comprendre pourquoi les autres font ce qu'ils font, etc. Et en réalité, les pauvres gamins, toute la journée, ils n'arrêtent pas de bosser, même si ça ne se voit pas, parce qu'il y a les choses qu'on voit, qu'on évalue, etc. Et puis, il y a tout ce qui se passe dans la cour et dans les interactions, j'allais dire en dessous du niveau du radar, et qui sont extrêmement importants. Et notamment, je vais vous parler de la théorie de l'esprit, qui est un truc assez méconnu, ce qui m'étonne toujours d'ailleurs, qui a été développé notamment par un psychologue qui s'appelle, enfin un docteur en psychologie, qui s'appelle Jérôme Brunner. Et voilà. Alors, la théorie de l'esprit, déjà, pour tromper l'ennemi, la théorie n'est pas une théorie. En fait, la théorie de l'esprit, c'est une compétence, j'allais dire intellectuelle, une capacité cognitive qui nous aide à prêter aux autres des états internes. Donc, en fait, des états mentaux et à soi-même. C'est-à-dire, je suis capable d'interpréter quelque part ce que je pense, l'émotion que j'ai, qui colle avec les événements qui se sont produits. Et donc, je vais me comporter d'une certaine manière. Comme les enfants à la naissance, et puis encore à 3 ans, ils sont égocentriques. Ça veut dire qu'ils envisagent le monde à partir de leur posture à eux, de leurs préférences, etc. Au fur et à mesure qu'ils vont grandir et être en interaction avec d'autres, ils vont découvrir que les autres ne pensent pas comme eux, que les autres n'ont pas les mêmes goûts, qu'il y en a qui préfèrent jouer aux voitures, il y en a d'autres qui préfèrent jouer au foot, il y en a qui aiment les brocolis et il y en a qui aiment les biscuits. Et que les gens vont peut-être faire des fois des choses bizarres, ils vont trouver que c'est bizarre, mais finalement, en comprenant pourquoi les gens agissent et ce qu'ils savent, etc., ils vont finir par être capables quelque part d'expliquer les comportements des gens de manière relativement logique en fonction de ce qu'ils savent, de ce qu'ils savent pas, de leur état d'esprit, de la situation, du contexte, etc. Alors, évidemment, la théorie de l'esprit, c'est quand même un petit peu en lien avec l'empathie, puisque c'est aussi en lien avec la capacité à reconnaître les émotions chez les autres. Et l'empathie, ça peut commencer déjà bien avant 3 ans. On observe en crèche des enfants qui sont empathiques, des enfants qui vont chercher des doudous, c'est-à-dire qu'ils ressentent, ils voient sans doute chez l'autre une émotion qui leur semble être reconnaître de ce qu'ils ont sans doute chez eux, c'est-à-dire la tristesse, etc. Moi, quand je suis triste, j'ai besoin de mon doudou. Pof, ben, je vais aller coller mon doudou à l'autre. C'est sans doute ça. Ou bien ils sont dans l'imitation d'avoir vu des adultes. Voilà, on ne sait pas toujours, hein. Mais clairement, déjà à 18 mois, on observe une capacité, par exemple, aux enfants à deviner
ce que va faire un adulte, puisqu'on fait des expériences avec un adulte, par exemple, qui arrive dans la crèche avec les bras plein de livres. Et il se dirige vers le meuble dans lequel on range les livres et la porte de ce meuble est fermée. Et un enfant de 18 mois, il détecte le regard, il analyse le contexte, c'est-à-dire la personne, elle a plein de livres, donc il se dit, ah, elle regarde le placard, elle a plein de livres, sans doute qu'elle veut aller mettre les livres dans le placard, et donc il est capable d'aller ouvrir la porte. Voilà. Donc, il y a déjà un début de réflexion. Mais la réflexion qu'on aura ensuite, la capacité à comprendre les comportements des gens, au début, c'est très, très compliqué. Donc, la théorie de l'esprit, ça va permettre de donner du sens aux comportements sociaux et de prévoir les choses. C'est-à-dire, oh là là, si on dit ça à ma mère, elle va être super fâchée, elle va me punir, etc. Ça, c'est de la théorie de l'esprit. Un enfant qui a 5 ans, compliqué pour lui de savoir tout ça. Ça donne aussi un sens à la communication, puisque comme je suis capable d'interpréter les états mentaux, etc., comment je vais dire ça, dans un sens à la communication, et puis on est capable d'interpréter les contextes. Il ne me vient pas d'exemple comme ça directement. Et puis ça va aider aussi évidemment à comprendre les intentions communicatives de l'autre parce que je comprends mieux ce que lui il peut penser ou comment il voit les choses, quoi. À 3 ans, l'enfant, il est capable de comprendre qu'il y a quelqu'un désire des choses et a des intentions. Voilà, il marche parce qu'il va aller à la gare ou il s'approche de son chien parce qu'il veut lui faire un câlin. Enfin, voilà, des choses comme ça. Il est capable d'identifier l'état émotionnel. Par exemple, il est triste parce que son chien s'est enfui et lui, il voulait l'emmener dans la voiture, par exemple. Donc, on lui montre des petites images. Il est capable de raconter des histoires qui ont une certaine logique entre un état émotionnel, la situation et les intentions. Mais en fait, il va avoir du mal à imaginer des choses qui soient différentes de ce que lui, il imagine, puisqu'il imagine que tout le monde a les mêmes goûts que lui, connaît les mêmes choses que lui, etc. Donc, par exemple, s'il a une petite voiture qu'il aime bien et qu'il a un chien, le soir, il peut très bien laisser sa petite voiture au chien parce que le chien, il va bien aimer jouer avec la voiture, parce que lui, il aime bien jouer avec sa voiture, donc il imagine que peut-être le chien va être content de trouver une petite voiture dans sa niche, quoi. Voilà. Et donc on a des expériences nombreuses, notamment, voilà, je vous montre les images c'est l'histoire des brocolis et des biscuits où on propose à un enfant de 3 ans. Alors d'abord, vous voyez, on a des brocolis, des biscuits. L'examinateur, l'expérimentateur, il dit à l'enfant, bah, vas-y, mange ce que tu veux. Donc les biscuits sont en forme de poisson, donc c'est pas la forme qui joue. Et évidemment, en général, l'enfant préfère les biscuits que les brocolis. Puis l'examinateur, il prend les brocolis, il mange. Qu'est-ce que c'est bon les brocolis? Ouh là là, qu'est-ce que j'adore les brocolis. Et puis après, il dit à l'enfant, j'ai encore un petit peu faim. Est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger? Et donc, à ce moment-là, un enfant de 3 ans, c'est très simple, il prend le petit bol avec les biscuits et il tend ça à l'examinateur. Un enfant qui a 5 ans, il va prendre les brocolis, il va donner à l'examinateur, ah, oui, vraiment, si vraiment il faut que tu manges ça, vas-y. Bon, lui, il aime pas ça, mais il peut comprendre que quelqu'un d'autre aime, quoi, voilà. Et donc, quand on se rend compte de ce genre de choses, on comprend bien que quand on colle plein d'enfants de 3 ans en section de maternelle, où ils imaginent tous que tout le monde partage les mêmes goûts, etc., etc., ils ont du mal à comprendre que les autres êtres humains autour d'eux sont différents et ont d'autres préférences, d'autres intentions, etc., et ben, on comprend que en fait, toute la journée, ils naviguent à vue. Et la socialisation, ça va être aussi développer une théorie de l'esprit qui leur permet de mieux naviguer, de mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, de trouver leur place dans le groupe. Et ça, c'est très, très long, et il n'y a pas de cursus pour ça. Voilà. À 5 ans, on comprend que, par exemple, même un objet peut avoir une apparence qui est trompeuse et qui est en contradiction avec la réalité. C'est-à-dire que si on le voit, on peut croire que c'est une chose, mais en fait, c'en est une autre. Donc, tout n'est pas forcément. Par exemple, on lui montre un galet qui ressemble à un œuf et il peut dire que le galet ressemble à un œuf, mais que c'est un galet. Donc, voilà. Donc, il est capable de prendre du recul, en fait, par rapport à la chose. Alors, ceci dit, j'ai vu des expériences avec des enfants qui avaient 6 ans et à qui on montrait une boîte qui était en forme de livre. Et quand ils disaient que c'était un livre, après, ils avaient du mal à penser que c'était une boîte en forme de livre. C'était quand même assez compliqué encore. Et à 5 ans, il commence à comprendre que les autres ne savent pas toujours ce que lui, il sait, et il est capable d'expliquer les conduites des personnes, non pas en fonction de la réalité, mais d'après une représentation qui peut être erronée. Je vous donne un exemple pour que ce soit compréhensible ce que j'ai écrit là. On fait une expérience avec une boîte de Smarties. Et en fait, on donne à un enfant, on montre une boîte de Smarties, et puis on lui dit, ah alors, qu'est-ce que tu crois que c'est ça? Voilà, donc l'enfant de 5 ans, il dit, c'est une boîte de Smarties.
Et on fait une expérience la même avec l'enfant de 3 ans, hein. Puis après, on demande à l'enfant d'ouvrir la boîte. Donc, évidemment, et ben, l'enfant de 3 ans, il ouvre la boîte, et ben, il dit, bah, ouais, bah, c'est des raisins, en fait. Voilà. L'enfant de 5 ans, il ouvre la boîte et il dit, ah, c'est des raisins. Donc, en fait, il est surpris parce qu'il anticipait qu'une boîte de Smarties, doit y avoir des Smarties dedans. Un enfant de 3 ans, bah, des fois, on trouve des raisins dans des boîtes de Smarties. Et puis après, on demande aux enfants, ben, voilà, si ta maîtresse, elle venait maintenant. Alors, on remet, pardon, les raisins dans la boîte pour qu'on sache pas ce qu'il y a dedans. Et on dit, bah, si ta maîtresse, elle venait maintenant, elle penserait qu'il y a quoi dans la boîte? L'enfant de 3 ans, il dit, elle penserait qu'il y a des raisins secs. Pour lui, c'est impossible d'imaginer que ce qu'il sait, les autres ne le savent pas. Donc, en fait, à 3 ans, il pense que la maîtresse sait que c'est des raisins secs, parce qu'en fait, c'est des raisins secs, donc on ne peut pas penser à autre chose. L'enfant qui a 5 ans, il dit, bah, si ma maîtresse, elle vient, elle va penser que c'est des Smarties, parce que c'est une boîte de Smarties. Voilà. Et dans une des vidéos que j'ai vues de cette expérience, l'enfant même dit, sauf si on lui a déjà fait le coup. C'est-à-dire qu'elle sait que un adulte ne peut pas savoir quelque chose qu'elle sait si l'adulte n'a pas vu au moment où on a ouvert la boîte. Donc, il est capable d'imaginer ce que l'adulte sait ou ne sait pas, mais il est même capable d'imaginer que peut-être l'adulte, on lui a fait le coup et que donc peut-être il pourrait imaginer que. Donc, on se rend bien compte qu'à 5 ans et demi, on est quand même beaucoup plus capable d'interpréter les comportements des autres et de comprendre leurs réactions que quand on a 3 ans. Et donc, effectivement, en termes de socialisation, bah, on est bien plus avancé et notamment, on est beaucoup plus capable, par exemple, de jouer avec les autres parce qu'on est beaucoup plus capable de comprendre ce qu'il leur dit. Alors, aussi, on est capable de mentir sciemment. Quand on a 3 ans, on ne peut pas mentir sciemment parce qu'en fait, on croit que les adultes savent ce qu'on sait. Voilà. Enfin, on croit que tout le monde sait ce que l'on sait. Du coup, c'est pas qu'on ment, c'est qu'on refuse, on nie la réalité. Voilà, oh là là, j'ai mangé des biscuits, j'ai du chocolat partout, mais non, c'est pas moi qui les ai mangés. Et en l'occurrence, à 5 ans, l'enfant sait que si on l'a pas vu et puis qu'il a rien, hein, bah, non, je nie, en fait, je nie et elle peut pas le savoir. Voilà. Donc en fait, un enfant qui a une bonne théorie de l'esprit, il peut mentir. Il y a des enfants qui sont plus avancés que d'autres en théorie de l'esprit, hein. C'est comme pour les capacités motrices, il y en a qui courent mieux, il y en a qui sont meilleurs en motricité fine, et ben il y en a qui sont meilleurs en théorie de l'esprit. Euh, voilà sur la théorie de l'esprit. Donc en fait, il y a un gros boulot par rapport à la compréhension de ce que les autres pensent entre 3 et 6 ans, hein. Et ça, on s'en rend pas compte. C'est des tas de choses qui se passent dans la cour et dans les interactions avec les autres. Sur les émotions, comment vous dire? Les émotions, c'est compliqué les émotions. C'est la grande mode, gérer les émotions. Oui, bah, un enfant qui a entre 3 et 6 ans, la gestion des émotions, ça peut être particulièrement difficile. Parce que leur cerveau est immature et que quand il y a des émotions trop fortes, j'allais dire, le contrôle cortical se lève, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à maîtriser les choses. Donc évidemment que sans doute en fonction de leur éducation, mais aussi en fonction de leur personnalité, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, mais on sait par exemple aussi que des enfants fatigués, des enfants qu'on faim et tout ça, les émotions, c'est difficile. Alors, il faut se souvenir qu'une émotion, c'est ni bon ni mauvais, que c'est une information utile sur l'environnement, c'est-à-dire que, en fait, si je suis en colère, ça veut dire qu'il s'est passé un truc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, qui m'a apporté préjudice, qui m'a fait du tort, et cette colère, elle me donne de l'énergie pour aller lui dire non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, se dire qu'on est en colère, c'est sans doute parce qu'il s'est passé quelque chose, et la question, en fait, la socialisation, c'est apprendre à se servir des émotions de manière socialement acceptable, c'est-à-dire, bah, tu m'as donné un coup de râteau, je te casse la gueule. Bon, ça, c'est pas une façon correcte de gérer sa colère. Par contre, il va falloir apprendre à l'enfant de lui dire, bah voilà, bah, je ne suis pas d'accord avec ça, je suis très fâché parce que tu m'as fait mal. Eh ben, ça va être très long, en fait. Ça va être très long parce qu'il va falloir avoir le contrôle de l'impulsivité et qui prend du temps. Donc, c'est un apprentissage dans lequel on peut accompagner les enfants et gérer ses émotions. Alors déjà, j'aime pas trop le terme, même si c'est le terme consacré, hein, mais c'est pas comme si c'était un compte en banque. Puis sachant comment les gens gèrent leur compte en banque, peut-être que de toute manière, c'est pas une preuve. Mais vraiment, apprendre à se servir de ses émotions de manière socialement acceptable, c'est quoi? C'est apprendre à reconnaître les émotions, à savoir à les nommer, les reconnaître chez soi, les reconnaître chez les autres aussi, et puis les utiliser pour réfléchir à qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, etc., etc., et puis apprendre à agir. À 6 ans, c'est pas fini et c'est pas possible. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on laisse les enfants faire n'importe quoi. C'est-à-dire que toutes les émotions sont acceptables, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être en colère, etc. Par contre, ils n'ont pas le droit de faire du mal aux autres. Point.
Voilà. Donc, on les accompagne là-dedans, en plus en fonction des familles, des croyances des gens sur les émotions qui seraient bonnes, pas bonnes, que les garçons, ils n'ont pas le droit d'être tristes, que les filles n'ont pas le droit d'être en colère, etc. On gère au mieux, mais effectivement, les enfants, ils vont avoir des émotions et c'est normal. Et puis, c'est utile, les émotions. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle du cerveau dans la main. Vous trouverez des infos sur Internet assez facilement, qui permet de représenter, comme vous voyez sur le dessin, le contrôle cortical des émotions. Et en fait, vous voyez, il y a le pouce et le talon du pouce euh, qui représentent le système limbique, l'hippocampe, l'amygdale. C'est des structures qu'on appelle sous-corticales, donc en dessous le cortex, en dessous l'écorce, enfin le cerveau qui réfléchit, si vous voulez. Et ça, c'est des zones qui gèrent les émotions et de manière archaïque, en fait. Et puis, quand on referme la main sur le pouce, ça montre que le cortex, c'est-à-dire le cerveau intelligent, les petites cellules grises, elles maîtrisent ce qui se passe en dessous, en tout cas l'expression de ce qui se passe en dessous. On a les ongles aussi des 4 doigts qui représentent le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui est terminée en dernier et qui gère notamment, ça ne va pas vous étonner, l'impulsivité, l'anticipation des conséquences de ses actes et la planification de l'action. Donc, terminé à 25 ans. Hein. Donc, on n'est pas rendu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des situations où les émotions sont tellement fortes que le cortex, le contrôle cortical, le contrôle du cortex sur le système limbique, l'hippocampe, l'amygdale, etc., se lève, c'est-à-dire qu'il ne peut plus gérer. Et donc, quand les enfants sont vraiment énervés, en frustration, etc., à un moment, il faut juste qu'ils se posent à un moment, qu'on accepte les émotions, qu'on leur dise mais ça va bien se passer, respire ou assieds-toi là parce que là, tu n'es plus capable de jouer avec les autres, pour que le contrôle cortical revienne. Voilà. Mais c'est la même chose chez les adultes. Hein. Les adultes qui sont trop montés dans les tours, c'est pas la peine de leur parler. Il faut attendre qu'ils se calment pour qu'ils puissent à nouveau réfléchir. Donc chez les enfants, c'est la même chose. Voilà. Sur la socialisation, qu'est-ce que je vais en dire? En fait, la socialisation, c'est à la fois un processus. Donc, la socialisation, c'est un processus par lequel l'enfant va petit à petit s'intégrer à la société. S'intégrer à la société, en fait, bon, on va dire que dans sa famille, il est déjà intégré dans sa famille, mais petit à petit, il va s'intégrer dans des groupes de plus en plus grands. Et s'intégrer à la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la fois, je vais apprendre les règles qui me permettent de vivre avec les autres, mais en même temps, au contact des autres, je vais me transformer. C'est-à-dire que si j'étais restée toute ma vie dans ma famille, juste avec mon père et ma mère, certainement, je n'aurais pas développé la même personnalité que j'ai maintenant. Voilà. Et donc, au contact des autres, je me modifie, je change et je suis aussi obligée de m'adapter pour être avec les autres. Mais c'est pas une punition d'être avec les autres, parce que les humains, c'est des êtres sociaux. Alors, être avec les autres 12 heures par jour, ça c'est autre chose. Hein. Mais chez les enfants qui sont en maternelle, clairement, le contact avec les autres leur fait du bien et leur permet de développer des choses et des compétences et des jeux avec les autres qu'ils n'auraient pas fait avec leurs parents. Avant 2-3 ans, le contact dans la socialisation, le contact avec les adultes est privilégié, mais on sait que même des enfants des fois de 6 mois, ils sont intéressés par les autres enfants et ils font des tentatives pour s'approcher des autres et se pencher vers les autres. On a fait ça dans des expériences, dans des salles d'attente de médecins où on mettait des bébés sur les genoux de leurs parents et on voyait les bébés qui essayaient d'aller voir les autres pour aller les toucher, etc. Quoi. Avec la socialisation avec d'autres enfants, j'ai mis vers 2 ou 3 ans, mais en fait déjà vers 1 an, ils sont assez contents d'être avec d'autres. Mais évidemment, il faut une présence de l'adulte pour réguler les choses, évidemment. Évidemment, entre 2 et 3 ans aussi, on régule, mais bon, différemment. Euh, entre 2, 3 ans et 6 ans, vraiment, l'interaction avec les autres enfants, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est l'âge de la maternelle. Et ça, c'est vraiment l'enjeu, quoi. Et avec l'idée d'être capable de jouer avec les autres à la fin du stade. Ensuite, quand on arrive à l'élémentaire, entre 6 et 12, ce qui va être l'enjeu vraiment de la socialisation, c'est de partager les jeux avec les autres. Il n'y a rien de pire en élémentaire que de se retrouver tout seul et personne qui veut jouer avec vous. Au collège, ça va être l'enfer, parce qu'au collège, entre 13 et 15 ans, à la louche, euh, enfin, je dirais peut-être 12. Bon, allez, on n'est pas une année près. Il faut faire comme les autres. En fait, faut pas dépasser si on ne ressemble pas, si on ne fait pas partie d'un groupe ou s'il y a un truc qui ne va pas. La vie est très, très compliquée. Voilà.
Et puis quand on arrive au lycée, il y a un petit soulagement, puisqu'en fait, enfin un petit soulagement, mais en fait qui montre comment la socialisation c'est compliqué, c'est que là il va falloir passer à se singulariser dans le groupe. C'est-à-dire que au lycée, il n'y a rien de pire que d'être comme tout le monde, parce que si on fait comme tout le monde, on va vous dire vous n'avez pas de personnalité. Donc il faut faire partie d'un groupe, mais dans le groupe, il faut être différent des autres. Donc se socialiser, ça revient à être capable d'être dans un groupe et de vivre dans un groupe et de s'adapter au groupe tout en étant un individu singulier, ce qui fait quand même un sacré grand écart. Pas étonnant que ça prenne autant d'années. Donc, en tout cas, la socialisation n'est définitivement pas terminée à la fin de la maternelle. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et même s'il y a des enfants qui peuvent être pas très très marrants en maternelle, ça ne veut pas dire que quand ils seront au lycée, ils ne seront pas charmants, ou même quand un jour ils reviendront à l'école pour amener leurs propres enfants, ils ne seront pas des adultes tout à fait normaux. Donc voilà, deux mouvements, socialisation, c'est-à-dire être avec les autres et en même temps devenir un individu singulier, c'est compliqué. Oui, c'est une espèce de grand écart. Et en fait, c'est en faisant ce grand écart entre se trouver dans le groupe, trouver ma place, mais en tête de devenir un individu singulier qu'on devient des gens intéressants et complexes. Voilà. Alors, hop, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Oui, il me restait à vous expliquer un truc sur le contrôle de l'inhibition. Alors, c'est un très gros mot, le contrôle de l'inhibition. Mais ça veut dire quoi? Inhiber quelque chose, ça veut dire arrêter de faire quelque chose, stopper. Et donc, c'est une capacité en fait à contrôler son impulsivité comportementale ou mentale. Et c'est un truc très, très compliqué pour les enfants, puisque le siège de l'inhibition elle se trouve dans le cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie du cerveau qui est terminée en dernier. J'ai mis myélinisation, c'est-à-dire que, ça c'est une autre histoire, mais le cerveau, bon, dans le cerveau, on a des neurones qui commencent à se fabriquer déjà dans le fœtus quand il a enfin, très très rapidement. Et puis à la naissance, le cerveau est très immature et notamment il n'est pas myélinisé du tout partout. Et donc il y a une déperdition du signal électrique. Il faut imaginer la myéline, la gaine de myéline comme étant une espèce de gaine isolante pour le signal électrique, quoi. Et en fait, c'est dans le cortex préfrontal que la myélinisation est terminée en dernier, c'est-à-dire qu'il y a de la déperdition du signal. Par exemple, la sclérose en plaques, c'est une destruction de la gaine de myéline. Alors, c'est pas pour dire que jusqu'à 25 ans, les gamins peuvent faire n'importe quelle bêtise et qu'ils diront, excusez-moi, monsieur le juge, j'ai pas ma gaine de myéline qui est terminée. Mais clairement, entre 3 et 6 ans, les enfants sont quand même très très petits encore. Et donc, la capacité à contrôler son impulsivité, ses gestes, etc., ça reste compliqué. Et donc, c'est un apprentissage. C'est pas par hasard qu'il y a des tas de jeux, en fait, qui visent à être dans le contrôle de l'inhibition. Le fameux 1, 2, 3 soleil, rendu célèbre par Squid Game. 1, 2, 3 soleil, c'est un jeu de contrôle de l'inhibition, parce qu'il faut arrêter son comportement, et c'est super dur. Vous avez dû faire l'expérience quand on dit aux enfants qu'il ne faut pas courir dans le couloir. Et ben, des fois, ils s'arrêtent 3 secondes et pouf, après, ils repartent en courant. Alors, c'est pas parce qu'ils n'entendent pas les négations, hein. C'est parce qu'en fait, ils ne savent pas quoi faire à la place, puisqu'ils ont une espèce de persévérance du truc, donc ils n'arrivent plus à s'arrêter. Et donc, je recommence puisque je ne sais pas quoi faire à la place. Donc, contrôler son inhibition, donc contrôler son impulsivité, c'est apprendre à résister à son impulsivité. Et c'est très long. Donc, réfléchir aussi, trouver des solutions, tout ça, c'est apprendre à résister à son impulsivité. Donc, hop, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, apprendre aux enfants ce contrôle-là, il y a des tas de jeux, donc 1, 2, 3 soleil, même si c'est pas évident du tout pour des enfants de maternelle, mais par exemple, quand on joue au roi du silence, quand on leur demande d'attendre en mettant le doigt sur la bouche parce que c'est pas mon tour de parler, voilà. Ou qu'on leur dit je te mets le doigt sur l'oreille parce que là, c'est mon tour d'écouter. Donc, il y a des tas de situations comme ça où il va falloir leur apprendre, en fait. Voilà. Et c'est long. Et il y a des enfants pour qui c'est plus facile que d'autres. Il y a des enfants pour qui c'est plus difficile. Les enfants qui ont des troubles de l'attention, par exemple, avec hyperactivité, il y en a certains qui ont beaucoup plus de difficultés à contrôler leur impulsivité. Voilà. Donc, c'est normal. Et pour les aider, donc on peut faire des jeux. Donc, le roi du silence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des jeux avec. Alors, je me souviens plus l'histoire du Wistiti. Là, il faut vraiment contrôler, mais même faire des caps là, je veux dire, il faut contrôler les gestes, etc. Donc, tout ça, c'est des jeux qui permettent d'apprendre voilà, le contrôle de l'inhibition. Poser des limites, hein, c'est aussi les aider. Et puis, dans la façon dont on va leur parler,
et ben, c'est beaucoup plus simple, par exemple, de leur donner des règles positives, c'est-à-dire genre je marche, plutôt que je ne cours pas. Si je dis je marche, ça donne une indication sur comment je fais pour contrôler mon impulsivité. Il faut que je marche. Alors que si je dis je ne cours pas, bah, je vais juste penser je cours pas, mais du coup je fais quoi? Ah bah, je cours parce que je sais pas quoi faire d'autre. Ouais. Donc un gros travail là-dessus, et comme pour la théorie de l'esprit, tout le monde est inégal. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, pour vous faire rendre compte que la socialisation, c'est compliqué. Tant qu'on n'a pas de contrôle, enfin, le contrôle de l'inhibition, c'est aussi important pour la socialisation, puisque va falloir que j'apprenne à attendre, à ranger mon frein, à faire tel jeu, parce que si je fais pas tel jeu, après, les autres, ils voudront pas faire celui que je veux, attendre son tour. Enfin, voilà, c'est quand même très, très compliqué. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'une seule vidéo sur le sujet qui s'appellera Comment recadrer avec bienveillance, et qui sera un résumé global de toutes les vidéos que j'ai faites à propos du développement de l'enfant, mais aussi sur l'autorité bienveillante, les règles, la frustration, etc. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a appris des choses, et vous a fait prendre conscience surtout de la difficulté d'être un enfant, parce qu'en fait, toute la journée, ils ne font qu'apprendre.